Quand on parle de lumière, on pense souvent au soleil, à une ampoule, mais en réalité, la lumière est devenue le langage secret de presque toute notre technologie moderne. Absolument. La fibre optique, par exemple, qui amène des films en 4K dans nos salons, ou le laser qui permet une chirurgie de l'œil au micron près. Et même la reconnaissance faciale de nos téléphones. Derrière tout ça, il y a des architectes de la lumière, des experts en photonique. Et c'est justement notre mission aujourd'hui. On va plonger dans le document qui forme ces experts. On a ici le référentiel officiel du BTS, photonique, technologie et sciences de la lumière. D'accord. C'est un document qui peut paraître un peu formel, mais on va le décortiquer ensemble. L'idée, c'est de trouver les pépites, ce qu'on y apprend vraiment, les compétences concrètes qu'on y développe, et surtout les métiers fascinants auxquels ce diplôme donne accès. C'est un peu le plan caché d'une formation qui façonne notre futur. Parfait. Alors, le document commence avec une description assez dense du rôle du technicien. Il parle d'études, conception, prototypage, industrialisation. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? C'est quoi la journée type? C'est vrai que la phrase est un peu intimidante. En fait, il faut voir le technicien en photonique comme un spécialiste de la lumière sous toutes ses formes. C'est un véritable couteau suisse technologique. Son travail, c'est de s'assurer que la lumière fait exactement ce qu'on attend d'elle. D'accord. Pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, la voiture autonome. Le technicien pourrait participer à la conception des lidars. Ah oui, les fameux yeux laser des voitures. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un lidar n'envoie pas un, mais des centaines de milliers de pulses laser par seconde. Chaque pulse rebondit sur un objet et revient. Et en mesurant ce temps de retour, le système construit une carte 3D incroyablement précise de l'environnement. En temps réel. En temps réel, voilà. C'est cette maîtrise de la lumière qui permet à une voiture de voir un piéton à 200 mètres, même en pleine nuit. Le technicien, il travaille là-dessus. Je vois. La précision est impressionnante. Et dans un autre domaine, comme la santé par exemple? Eh bien, dans la santé, il pourrait assembler les composants d'un landoscope nouvelle génération. On parle d'aligner des faisceaux de fibre optique plus fins qu'un cheveu. Ah oui. Transporter une image depuis l'intérieur du corps humain jusqu'à l'écran du chirurgien. La moindre erreur d'alignement, le moindre défaut, et l'image devient floue. Le diagnostic devient impossible. C'est donc un travail d'une minutie extrême. Oui, avec un impact direct sur la vie des gens. Le document fait une distinction que je trouve intéressante entre deux types d'entreprises, celle de l'optique structurante et celle de l'optique diffusante. Ça semble un peu jargonnant. C'est un point clé pour comprendre où on peut travailler. On peut utiliser une métaphore en fait. L'optique structurante, c'est le grand producteur d'ingrédients de pointe. C'est l'entreprise qui va fabriquer une source laser ultra stable ou une lentille avec des propriétés uniques. Le composant fondamental, si je comprends bien? C'est ça. Et donc, si l'optique structurante fabrique les ingrédients, l'optique diffusante, ce serait l'entreprise qui les intègre dans un produit fini. Un peu comme un constructeur auto qui assemble des pièces. C'est exactement ça, l'analogie est parfaite. L'entreprise diffusante est l'équipementier qui va prendre ce laser de pointe et le monter dans une machine de découpe industrielle, ou qui va intégrer cette lentille spéciale dans une caméra pour un satellite. D'accord, donc on a le choix. Voilà, le technicien peut choisir. Soit il travaille à la source de l'innovation en créant les briques, soit il travaille à leur application en construisant les systèmes qui changent notre quotidien. C'est beaucoup plus clair. Le référentiel indique ensuite que la formation s'articule autour de 4 grands pôles d'activité qui suivent en fait tout le cycle de vie d'un produit. Absolument. C'est la colonne vertébrale du BTS. Et pour que ce soit très concret, on peut suivre un scénario. Imaginons qu'une grande entreprise de logistique veuille un nouveau type de lecteur de code-barre pour ses entrepôts. D'accord. Le cahier des charges, voilà. Il doit être plus rapide, plus fiable et capable de lire les codes même s'ils sont abîmés. Le défi est posé. On commence par le pôle 1 donc, la conception. C'est la phase de la feuille blanche, j'imagine. C'est la phase de l'architecte, oui. Le pôle 1, c'est la conception durable. On prend la demande du client et on la traduit en langage technique. On utilise des logiciels de simulation pour tester différentes approches. Quel type de laser? Quel capteur? On dessine les plans, on choisit les composants et on estime les coûts. Et on anticipe déjà les problèmes, j'imagine. La poussière dans l'entrepôt, la chaleur. Tout à fait. Tout ça est pensé dès le départ. D'accord, on a le plan. Mais entre le dessin sur un logiciel et le prototype qui fonctionne, il y a souvent un monde. C'est là qu'arrivent les mauvaises surprises, non? Comment le pôle 2 gère ça? Excellente question. C'est tout l'enjeu du pôle 2.
prototypage et industrialisation. On passe du virtuel au réel. On assemble le premier exemplaire. Et c'est souvent là, comme vous le dites, que les choses se compliquent. Par exemple, on peut découvrir que le laser qu'on a choisi, une fois intégré dans le boîtier, il surchauffe après 10 minutes. D'accord. Le travail du technicien, ce n'est pas juste de visser des pièces, c'est de diagnostiquer le problème, ici la dissipation thermique, et de trouver la solution. Modifier le boîtier, ajouter un radiateur ou même changer de laser. Donc ce n'est pas de l'assemblage, c'est de la résolution de problèmes en temps réel. Exactement. Une fois qu'on a ce premier prototype qui fonctionne, le travail est-il fini? Pas tout à fait. On entre de la phase la plus exigeante, le pôle 3, contrôle et métrologie. C'est l'assurance qualité poussée à l'extrême. On vérifie que notre lecteur est conforme à 100% au cahier des charges. On va lui faire subir une batterie de tests alors. De véritables tests de torture pour un produit industriel. Et ça ressemble à quoi concrètement? On le secoue, on le met dans un four? Presque. On va le placer sur une table vibrante pour simuler les chocs. On va le mettre dans une enceinte climatique pour voir s'il fonctionne aussi bien à 0 degrés Celsius qu'à 40 degrés Celsius. D'accord. On le fait fonctionner en continu pendant 48 heures. On mesure la précision de la lecture des milliers de fois. Et pour chaque test, on rédige un rapport ultra détaillé. Le but, c'est la perfection avant la production en série. C'est ça. Ok. On a donc un prototype validé, on pourrait penser que le travail s'arrête là. Mais j'imagine que c'est là qu'un nouveau chapitre commence, celui du client. Exactement. C'est le pôle 4. Assistance technique et maintenance. Le produit est vendu, mais sa vie commence à peine. Le technicien peut se déplacer dans l'entrepôt pour installer les centaines de lecteurs. Il forme les opérateurs. Et surtout, il est en première ligne en cas de problème. Ça doit être stressant parfois. Ça peut. J'ai un souvenir d'une intervention sur une ligne de production à l'arrêt. Le client était paniqué. Il perdait des milliers d'euros par heure. En fait, le problème était juste un câble de fibre optique débranché par une équipe de nettoyage. La capacité à rester calme, à diagnostiquer sous pression, c'est aussi une compétence clé de ce pôle. Cette approche en 4 pôles est vraiment complète. Mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de matière générale. Certains pourraient se dire que la culture générale, l'anglais ou les maths, c'est un peu scolaire, déconnecté du travail en atelier. Le lien est direct et fondamental. Ces matières sont de vrais outils professionnels. Prenons la culture générale et expression. Un technicien passe son temps à communiquer par écrit, rédiger un rapport de test pour un ingénieur, un manuel simplifié pour un client. Une idée technique brillante, mal communiquée, est une idée inutile. D'accord, c'est une question de crédibilité. Tout à fait. Et pour l'anglais, le document vise un niveau B2, ce qui est assez élevé. C'est si important que ça? C'est non négociable. La photonique est un domaine mondialisé. La documentation technique de votre laser vient peut-être d'Allemagne, le capteur du Japon. Tout est en anglais. Les échanges avec le support technique d'un fournisseur se feront en anglais. On vouloir travailler là-dedans, sans l'anglais, c'est se tirer une balle dans le pied. On est très vite bloqué, oui. Restent les mathématiques, on se doute qu'il en faut, mais pour faire quoi de plus que des additions? Les mathématiques, c'est le langage qui décrit la lumière. Pour prédire comment des lentilles vont former une image, pour calculer la perte de signaux dans une fibre optique sur 10 km, on utilise des équations. D'accord. Mais ça va plus loin. Imaginez qu'il faille corriger la distorsion d'une image captée par un satellite. C'est un problème complexe de transformation géométrique, résolu avec des calculs matriciels. Sans ces outils mathématiques, l'image satellite serait inexploitable. C'est limpide. On a donc un profil très complet. La question finale, avec toutes ces compétences, où est-ce qu'on travaille? Quels sont les secteurs qui s'arrachent ces profils? Les débouchés, c'est un des plus grands atouts de cette formation. La photonique est partout. Le référentiel cite les grands secteurs. Il y a la santé et le vivant, bien sûr, avec l'imagerie médicale. Il y a les télécommunications qui reposent sur la fibre optique. On trouve aussi l'énergie, avec les panneaux solaires ou les LED. Et j'imagine tout ce qui est industrie et défense aussi. Absolument. La fabrication et le contrôle industriel utilisent des lasers pour souder, découper. La défense et la sécurité sont pleines de systèmes d'imagerie complexes. Et enfin, le secteur en pleine explosion, la mobilité et l'aérospatiale. Avec le lidar, les affichages tête-haute. C'est ça. Et les myriades de capteurs optiques pour les satellites. C'est incroyable quand on y pense. Ça va du bistouri qui sauve une vie au satellite qui observe la fonte des glaces. On ne réalise pas à quel point la lumière est devenue le système nerveux de notre monde. Et en termes de poste, ça donne quoi sur une carte de visite? Eh bien, les intitulés correspondent bien aux 4 pôles qu'on a vus. On peut être technicien en bureau d'études si on aime la conception. Logique. On peut devenir technicien de fabrication si on préfère être en atelier.
Il y a le poste de technicien de contrôle pour ceux qui ont le souci du détail. Et enfin, technicien de maintenance ou de service après-vente pour le contact client. La carrière est vraiment modulable. L'exploration est très complète. Attendez, avant de finir, il y a un dernier détail qui m'a interpellé dans le document. Dans la liste des secteurs, il y a une mention presque discrète, les technologies quantiques. Ça semble presque, comment dire, de la science-fiction. C'est une excellente remarque et c'est tout sauf de la science-fiction. Alors, ça soulève une question fascinante. Est-ce que ce BTS, au-delà de préparer au métier bien réel d'aujourd'hui, ne donne pas aussi les toutes premières clés pour participer aux révolutions technologiques de demain? Je pense à l'informatique quantique, la cryptographie quantique, où la manipulation de photons uniques, des grains de lumière, est absolument centrale. C'est une réflexion très pertinente. La photonique est exactement à cette intersection entre la physique, la plus fondamentale, et les applications industrielles. Maîtriser ces bases aujourd'hui, c'est se donner les moyens de ne pas être un simple spectateur, mais un acteur potentiel des innovations de rupture de demain. C'est une formation qui a les pieds dans le présent et les yeux résolument tournés vers l'avenir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver d'autres explorations de formation sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.